attention, avant de regarder la vidéo sur laquelle vous venez de cliquer, je vous conseille vivement de regarder la première partie. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, ma dernière vidéo était tellement longue que je l'ai coupée en 2 parties, et là vous êtes en train de regarder la seconde. Alors pas de panique, si vous avez la flemme de vous regarder la première partie, vous arriverez quand même à comprendre celle-ci. Sauf qu'il va y avoir de nombreux spoils, c'est-à-dire des révélations qu'il est dommage d'apprendre ainsi, plutôt que comme elles étaient prévues. Je dis ça aussi pour les nouveaux qui s'abonnent, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. C'est vrai que des fois c'est un peu difficile de suivre un vidéaste quand il sort beaucoup de vidéos, on sait plus trop laquelle regarder en priorité. Donc pour faire simple, je vous invite à regarder cette vidéo, celle qui s'affiche devant vous. Je mets le lien dans la description. C'est la vidéo finale de notre aventure de la randonnée du GR20 qui s'est passée en Corse. Cette série s'appelle Pinsuti et à la fin il y a une énorme révélation, donc c'est pour ça que je vous invite vivement à la visionner si ce n'est pas déjà fait. Ensuite vous pourrez visionner cette vidéo-ci qui est sortie juste après celle-ci et qui est donc la première partie des explications et des révélations. Dedans je vous raconte ce qui nous est vraiment arrivé et je vous explique aussi chronologiquement comment on a vécu les choses. J'ai détaillé presque plan par plan tous les indices que j'avais cachés dans la vidéo ici et là afin de vous guider vers la solution que pouvait bien être le Graal. D'ailleurs en lisant les commentaires vous avez adoré cette vidéo, j'ai été étonné par son nombre de vues, je pensais pas que ça allait autant vous intéresser, on va dire l'envers du décor, un peu les coulisses de la vidéo précédente. Je crois que ça a montré à beaucoup que derrière une simple vidéo YouTube il y avait énormément de travail et encore plus lorsque c'était fait avec le cœur. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. D'ailleurs, petit rappel, on va bientôt répondre à vos questions, donc n'hésitez pas dans la première partie ou dans la deuxième partie, donc c'est-à-dire cette vidéo, à poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Charlotte et moi y répondrons soit dans une prochaine vidéo qui sortira bientôt, soit on s'est dit peut-être pendant un live. Voilà, on va se remettre à faire des lives sur YouTube, ce serait l'occasion d'être avec vous en direct et de répondre justement à ces questions. Donc pour cela, écrivez en gros question et puis posez-la, comme ça moi je la repère visuellement plus simplement. Et donc comme je l'expliquais à la fin de la première partie, je vais maintenant vous expliquer dans cette seconde partie qu'est-ce que nous avons fait depuis le retour chez nous. À la fin des Pinsuti, une fois qu'on a fini notre randonnée, on a pris le bateau, on est rentré sur le continent et puis les mois se sont écoulés. Alors moi j'en ai profité pour continuer à vous diffuser les épisodes des Pinsuti car pour une fois dans mes aventures il y avait un petit décalage entre le moment où on a vécu l'aventure et le moment où vous découvriez les épisodes. De l'eau a coulé sous les ponts entre la fin de notre aventure et le jour où vous avez découvert enfin cette dernière vidéo qui conclut tout ça. Et dans cette deuxième partie, c'est sur cela qu'on va se concentrer. Je tiens, si vous voulez, à ce qu'on soit à jour, vous et moi, afin d'arrêter de recevoir des questions qui me demandent si nous sommes toujours en Corse, quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce que les aventures reprennent, est-ce que le bébé est arrivé. Je vais tout vous expliquer parce qu'il s'est passé énormément de choses et en effet, je pense qu'une mise à jour est nécessaire afin que dans les prochaines vidéos, vous compreniez enfin ce qui s'est passé et où nous en sommes actuellement dans notre vie. Alors attention, hein, ce n'est pas juste pour raconter notre vie et vous faire dire regardez comme elle est cool, regardez tout ce qu'on fait. Non, c'est vraiment parce que depuis plusieurs années maintenant, j'ai conscience que des gens nous suivent vraiment assidûment, regardent toutes les vidéos, un peu comme une série, même je dirais comme une télé-réalité. Et il s'est tellement passé de choses, et pas des petites choses, hein, de grands événements depuis notre retour, que si je vous explique pas, ceux qui nous suivent, ils vont rien comprendre pour la suite. Ils vont se dire, mais attends, je comprends plus rien là, qu'est-ce qui se passe? On va dire que dans l'histoire de Céleste Grant sur la chaîne YouTube Bunker Sauvage, il y a de nouveaux personnages principaux qui sont arrivés, et il est temps de vous les présenter. Je commence donc à vous raconter vraiment à partir du moment où nous avons quitté la Corse, donc juste après la fin des Pinsuti, et va arriver comme ça jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je dis cette phrase, nous sommes le mois de juin 2025. Allez, c'est parti pour ce récapitulatif, on quitte donc la Corse. Fin septembre, nous sommes donc rentrés chez nous. Et pour cela, nous avons utilisé le même moyen de locomotion qu'à l'aller, les lignes de bateau mises à disposition. Je peux vous le dire maintenant, ce qui nous a surtout poussé à rentrer, c'est qu'on commençait à avoir des rendez-vous urgents avec des sages-femmes et des médecins pour faire le suivi de grossesse et diverses échographies. Avec Charlotte, on a pris la décision de ne pas vouloir connaître le genre de l'enfant. Que ce soit un garçon ou une fille, laissons-nous la surprise et allons picoler. Bon là, sur les images, vous nous voyez boire un coup, c'est du sans-alcool, rassurez-vous. Honnêtement, c'est quelque chose quand tu réalises que tu vas devenir parent. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai 2 ânes. Et pendant notre road trip en Corse, ils étaient restés chez des amis qui nous les gardaient. Ici, les photos que vous voyez, c'est moi qui venais essayer mon costume que je venais d'avoir un jour avant qu'on décolle pour la Corse. Je venais dire au revoir à Babine, mon ânesse. Donc vous vous en doutez, quand nous sommes rentrés sur le continent, un des premiers trucs à faire, c'était d'aller revoir nos animaux. Et en arrivant dans la ferme où tout le monde se trouve, voici ce qu'on a trouvé. On va avoir un bébé. Il a tout le lait pour lui. Oh, vas-y, fais quoi, soulève les poils que je le vois téter. Apparemment,
Les amis qui nous gardent nos ânes ont une chienne qui a mis bas quelques jours avant notre retour. On trouvait l'événement incroyable, la symbolique vraiment puissante. Un petit bébé qui naît alors que nous-mêmes nous allons bientôt en mettre un au monde, ça nous a touchés. On a demandé à nos amis si on pouvait l'adopter, histoire d'agrandir encore un peu plus la famille. Nous avons décidé de l'appeler Talgor. On était vraiment heureux parce que pour nous, il est important que notre enfant qui va bientôt naître ait un animal de compagnie et un rapport proche avec les animaux. Talgor est né sans frères et sœurs, c'est l'unique de la portée. Et ce qui nous a touchés, c'est qu'il est né avec une malformation, en fait plusieurs même. Notre pauvre petit toutou est aveugle et sourd. Il a ce qu'on appelle un gène double merle. Bon, ça serait trop long d'expliquer la raison. En gros, le papa et la maman ont fait des bébés alors qu'ils auraient peut-être pas dû. Très vite, avec Charlotte, on s'est donc adapté à cet handicap. Comme beaucoup de gens, on s'est imaginé que ça allait être compliqué. Vous imaginez un chien qu'on ne peut même pas appeler par son prénom ou en sifflant, et un chien qui nous voit même pas. Certes, il y a des dangers qu'il faut éviter, mais au final, on s'est rendu compte que lui aussi a su s'adapter. Je ne vais pas trop aujourd'hui rentrer dans les détails car je pense qu'un jour je ferai une vidéo plus précise. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser dans les commentaires. Mais on a vraiment tout essayé au début en termes de gadgets. Les sifflets à ultrasons pour voir s'il nous entendait vraiment pas. Les colliers vibrants, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'éloignait de nous, ça vibrait pour lui indiquer qu'il prenait une mauvaise direction. Ça en vrai, c'était pas terrible. Je vous rassure, celui-là ne balançait pas une décharge électrique. Non, parce qu'il y a des modèles de colliers où c'est le cas. Et pour conclure, on est revenu au plus simple, une très longue laisse. C'est ce qui l'a le mieux formé au final. Et puis petit à petit, on lui a retiré, donc finalement maintenant on lui met plus rien. Il nous suit grâce à son flair. On a plein de codes maintenant pour communiquer avec lui. Comme par exemple quand je lui touche la joue, ça veut dire vas-y tu peux y aller, il n'y a pas d'obstacle. Et là il se met à courir et il me fait confiance. Finalement, il suffisait simplement de changer nos habitudes. On lui a également acheté une petite cloche qu'on lui laisse en permanence autour du cou. Comme ça si un jour il se perd dans les bois par exemple, on peut l'entendre. Car je vous rappelle qu'on ne peut pas l'appeler. Et en vrai, avec tout ça, on oublie que c'est un chien avec un handicap. Tous les jours, je vais faire mon sport avec lui et il court à côté de moi. On oublie vraiment qu'il est aveugle et sourd, je vous assure. Mais on a quand même décidé d'aller voir un vétérinaire spécialisé dans les yeux du chien. Une très bonne clinique en Occitanie parce qu'on voulait être sûr à 100% qu'il n'y ait rien à faire. Voilà, on voulait pas que le chien grandisse et qu'un jour on apprenne qu'en fait on pouvait soigner ou améliorer sa vision. Ce jour-là, ça n'a pas été simple, il a eu des examens assez poussés, mais au moins on a un compte rendu global de sa santé, on sait où il en est. En fait, il est totalement aveugle d'un œil et de l'autre, il perçoit légèrement les lumières. Ce qui signifie que dans le noir, si j'allume une lampe torche, il va l'entreapercevoir vaguement, une sorte de tache lumineuse. Mais malheureusement, à part ça, il n'y a rien à faire, pas d'opération possible pour soigner, guérir ou même rétablir. On doit tout de même lui mettre 2 fois par jour des gouttes spécialisées dans les yeux. Ça ne va pas spécialement arranger son cas, mais ça va empêcher que ça s'empire. Et on doit lui faire ça à vie. Je tiens tout de même à préciser que même si ça semble impressionnant, Talgor va bien. Il ne souffre pas. Et le plus important, il est heureux. On fait tout notre possible pour lui donner une vie à peu près normale. Je crois que je pourrais vous parler de Talgor pendant des heures, tellement j'aurais des choses à dire. Ne voyant rien et n'entendant pas, il a par exemple développé un excellent flair. Et c'est réellement impressionnant. Des fois, tu te demandes si c'est pas de la magie. Il nous suit littéralement à la trace. Et si on prend des détours, des obstacles et qu'on contourne n'importe quoi, il va suivre exactement le même chemin. Mais ce n'est pas que ça. Je pense réellement que c'est un chien très intelligent. Il était encore tout petit, à peine 2 mois ou 3 mois, qu'il était déjà propre. C'est-à-dire qu'il nous faisait comprendre qu'il fallait qu'on le sorte pour qu'il aille faire ses besoins. Vous vous rendez compte? À chaque fois, il se met devant la porte d'entrée, sous le rideau, il nous fait marrer. Quand il fait cette tête-là, en fait, ça veut dire qu'il faut le sortir. Le chien, à chaque fois qu'il veut faire pipi, il met son hajib. Il fait ça. Depuis qu'on l'a, il fait ça. Il va derrière le rideau, il se déguise en princesse, et ça veut dire sortez-moi. T'as mis ton hajib? Pourquoi on a des animaux pas nets? Tu veux sortir, c'est ça? Je vais sortir. Il arrive aussi toujours à sentir l'eau, de l'eau. Genre, il trouve de l'eau quand il a soif et son nez l'amène à une gamelle d'eau. Incroyable. Et pas seulement dans un endroit qu'il connaît. Même lorsqu'on va chez des amis ou dans un lieu inconnu, il arrive à se repérer et trouver de l'eau. D'ailleurs, son flair fonctionne tellement bien que des fois, il vient nous voler une couche du bébé. Et alors là, c'est un de ses meilleurs jouets. Au fait, sur les images que je vous diffuse, un coup vous le voyez petit, un coup vous le voyez grand. J'espère que vous comprenez bien que je mets les images dans le désordre volontairement, histoire d'illustrer plus simplement les diverses anecdotes. Putain, c'est fou d'être obligé de se justifier et de préciser ça en vrai. Faites un effort aussi. Bon, j'étais en train de dire
dire que ce chien, il adore jouer. Malgré tout ce qu'il a, ou plutôt tout ce qu'il n'a pas, il est très sociable. Comme si les autres toutous qu'il rencontrait comprenaient qu'il y avait un petit souci, et du coup ils étaient doux et tendres avec lui. Ici par exemple, on l'a fait rencontrer son frère, mais qui vient d'une autre portée. Oui, parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il était né sans frère et sœur, je parlais de la même portée. Et comme à chaque fois, ça se passe extrêmement bien. D'ailleurs, il n'y a pas qu'avec les autres toutous qui jouent. On lui a vraiment appris plein de choses, comme reconnaître les moments où on peut jouer, les moments où il faut se calmer. Bref, en gros, comme un chien totalement normal. Et pour celles et ceux qui se diraient, le pauvre, c'est quand même dur pour lui, sachez encore une fois qu'il est né comme ça. Donc en fait, lui, dans sa bulle, dans son monde, tout est normal. Il est évident que Charlotte et moi sommes devenus ses repères. Donc on ne le laisse jamais seul. Il est tout le temps avec nous, il nous accompagne partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout, même dans des endroits où les animaux ne sont pas toujours acceptés. On explique à chaque fois la situation et souvent les gens nous le laissent entrer. Quelque chose qui reste assez impressionnant, c'est par exemple lorsqu'on marche, il se cogne rarement dans des obstacles. Ça lui arrive encore quelques fois lorsqu'il est fort excité, qu'on est en train de jouer. Bon bah des fois il va se cogner dans un petit truc, mais il se fait rarement bien mal. Au fait, j'en ai pas parlé, mais il aboie. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas muet. Il aboie comme tous les autres chiens, avec la même intonation, et il réagit de la même manière lorsque, par exemple, il a l'impression de sentir une odeur bizarre au loin d'un animal qu'il ne connaît pas. Il n'a jamais non plus montré aucun signe d'agressivité. Je sais pas si c'est par mimétisme, mais vu qu'il a jamais vu comment faire, il est gentil avec tout le monde. Là où on doit être prudent, c'est lorsque, par exemple, nous sommes avec nos ânes et nos chevaux. Les équidés, de manière générale, sont pas ultra fans des chiens. Et vu que Talgor ne les voit pas, sans faire exprès, des fois il peut rentrer dans les pattes. Ça fait partie des rares moments où on doit lui remettre une laisse pour sa sécurité. Un autre moment où on sort la laisse, c'est lorsque nous sommes en ville. Pour les véhicules, en effet, il ne les voit pas et ne les entend pas non plus. Mais ça, finalement, même avec un chien qui y voit, il faut rester prudent. Un de ses jeux favoris, c'est de nous bousiller littéralement les chaussures. Lorsqu'on se balade, je pense qu'il a besoin de savoir où est-ce qu'on se situe dans l'espace, et pour ça, il a rien trouvé de mieux que de nous mordre constamment les lacets et les pompes. Et la personne qui en fait principalement les frais, c'est mon père. À chaque fois qu'on va voir mes parents, il peut pas s'empêcher de suivre mon père et carrément de l'empêcher d'avancer. Mon père est obligé de se cacher ou d'aller courir pour que Talgor lui lâche un peu les baskets, sans mauvais jeu de mots. Comme on aime bien donner des surnoms à tous nos animaux, pour lui, on lui a trouvé le doux nom de chien saucisse. Oui, c'est notre petite saucisse. Parce que je reste convaincu qu'au moment de naître, il avait le choix entre être une saucisse ou un chien. Il a clairement choisi saucisse. C'est le genre de petite blague qui nous fait marrer avec Charlotte. Bon voilà, c'est notre petit chien croisé avec une chipolata. C'est même ce qui explique le fait qu'il soit aveugle et sourd. Bah oui, une saucisse, ça n'entend pas et ça voit rien. Au début, quand on l'a eu, on était tellement persuadés que ça allait être une drôle d'aventure d'avoir un chien aveugle et sourd qu'on avait créé un compte Instagram spécialement dédié pour lui. On voulait partager dessus les découvertes qu'on faisait avec notre chien, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qu'on arrivait à lui apprendre ou pas. Et au final, on s'est rendu compte que c'est tellement un chien comme les autres que ce compte Instagram n'avait pas lieu d'être. Il existe toujours parce que j'ai eu la flemme de le supprimer, mais actuellement il y a juste une seule vidéo dessus et je pense qu'il n'y en aura plus jamais. Bon, il est temps maintenant de parler d'un sujet un peu plus délicat. Si vous nous suivez maintenant depuis plusieurs années, vous le savez, nous avons déjà une chienne nommée Taiga. Quand j'ai rencontré Charlotte lors d'une randonnée, elle était accompagnée de son petit toutou et c'était déjà une chienne assez âgée. Souvenez-vous, Taiga est venue avec nous jusqu'à Rome. Pendant plusieurs mois dans la calèche, elle a vécu avec nous cette grande aventure. Taiga nous a quittés et ça fait déjà un petit bout de temps. On n'en a parlé nulle part. C'est la première fois qu'officiellement je vous l'annonce. Ça a été une période très difficile pour Charlotte et moi-même. Et si nous sommes restés discrets concernant son départ, c'est parce qu'on avait besoin de temps. Nous étions tout simplement en deuil. Mais surtout, c'est quelque chose qu'on voulait garder pour nous. En fait, on en avait marre de toujours devoir tout raconter sur les réseaux. Ça appartient au privé, au personnel et on ne voulait pas étaler cela. Ce qu'on voulait surtout éviter, c'est les éternels messages des gens qui pensent bien faire et qui, mine de rien, viennent juste remuer le couteau dans la plaie. Croyez-moi, je les ai lus, tous vos commentaires, qui demandaient où est passé Taiga. Je les ai lus et je les ai aussi supprimés. Parce que je ne voulais pas que Charlotte tombe dessus. J'avais espoir qu'avec le temps et le bon sens, vous compreniez l'évidence en fait. Mais non. Tous les jours, de nouveaux messages arrivaient et tous les jours, je devais de nouveau les supprimer. Je sais pas comment font les autres youtubeurs ou influenceurs quand ils perdent un animal de compagnie, d'arriver comme ça à l'exprimer sur les réseaux, mais non. Pour nous, c'est quelque chose de très intime et très difficile. Je dois vous avouer que j'ai trouvé que beaucoup d'entre vous étaient très insistants.
jusqu'à écrire en privé pour essayer d'avoir absolument des nouvelles, comme si ça vous concernait. Et là, pour le coup, c'est le point négatif des réseaux. Vous êtes beaucoup trop intrusif. Surtout sur des sujets aussi délicats. Je sais que c'est moi-même qui m'expose sur les réseaux et que personne ne m'y oblige. Mais justement, c'est moi-même qui décide ce que j'expose sur les réseaux et ce que je décide de garder privé. Donc c'est pas en postant 15 000 fois le même commentaire par jour que vous aurez une réponse. Mais si aujourd'hui je décide de libérer la parole, c'est justement pour qu'avec Charlotte, on arrête de recevoir ce genre de messages. On a envie d'avancer. Et là, j'ai conscience que je suis en train de vous parler d'un tout nouveau chien qu'on vient d'adopter. Enfin, au moment où je dis cette phrase, maintenant, ça fait plusieurs mois qu'il est avec nous. Et que si je ne clarifiais pas la situation, vous alliez être nombreux à me poser encore les mêmes questions. Dit autrement, on n'a pas envie d'en parler. Voilà. Donc je vous l'ai dit maintenant, et retenez-vous de venir nous en parler et de poser des questions. Ah, puis je le reprécise pour ceux qui n'auraient pas suivi, tout ça c'est arrivé il y a plusieurs années maintenant, hein. Ce n'est pas récent. Allez, on continue. Je pourrais vous parler de Talgor durant des heures, mais on va quand même continuer notre histoire parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être le savent déjà. Sur ma chaîne YouTube, avant de parler d'aventure et de randonnée, je réalisais des films, des courts-métrages. J'écrivais des scénarios que j'allais ensuite tourner avec des acteurs, ou moi-même des fois je jouais dedans, je faisais les effets spéciaux, je faisais bien sûr le montage, et puis j'envoyais tout ça dans différents concours et festivals. Parmi toutes mes réalisations, certains films se sont démarqués des autres, ce qui m'a permis par la suite de devenir un membre du jury. Comme si vous voulez, j'étais passé de l'autre côté de la frontière. Donc chaque année, depuis un petit bout de temps maintenant, je me rends dans la ville de Béziers pour le festival du film fantastique. C'est un festival mondialement connu. En gros, on reçoit des films qui viennent de partout, de France et de l'étranger. On regarde des courts-métrages, c'est-à-dire généralement ils dépassent rarement 10 minutes, avec pour thème commun donc le fantastique. Donc c'est souvent des films avec des monstres ou des créatures bizarres, c'est assez étrange. C'est vraiment excellent. On a vraiment de tout, hein, de l'amateurisme filmé au smartphone, aux étudiants qui sortent d'écoles de cinéma qui nous font un travail déjà assez pro. On juge les qualités visuelles, scénaristiques, esthétiques, la musique, on juge un peu tout quoi. On est plusieurs dans le membre du jury et d'ailleurs cette année j'ai pu amener Charlotte avec moi, donc elle pouvait pas voter ou élire, mais en tout cas elle participait. C'est un peu comme une sorte de festival de Cannes si vous voulez, mais réservé exclusivement aux courts-métrages. Et à la fin de tout ça, on remet des prix, on discerne des récompenses. Ça s'étire sur plusieurs jours, mais surtout c'est l'occasion pour moi également de rencontrer d'autres vidéastes et d'autres youtubeurs. Chaque année, ils essayent d'inviter des personnalités de marque, on pourrait dire, ce qui nous a permis de rencontrer Christian Quesnel, un illustrateur québécois qui faisait des dessins incroyables et également des bandes dessinées qui nous a fait lire, elles sont excellentes. Et avec lui, le feeling est juste ultra bien passé. Il nous a adorés et nous aussi, on a promis un jour d'aller le voir dans son pays. Il a profité de cette occasion pour nous présenter sa dernière création. J'imagine que vous connaissez le livre de Bram Stoker, Dracula. Récemment, il vient d'y avoir une nouvelle édition et en fait, il a été appelé pour faire toutes les illustrations du roman. C'est quand même la grande classe. Venir à ce festival en tant que membre du jury, sachez que c'est du bénévolat. On n'est pas payé pour faire ça. Mais c'est tellement un week-end riche artistiquement où tu fais de belles rencontres que chaque année, en tout cas quand je peux, j'essaie d'y participer. Et je tenais à vous parler de ce festival dans cette vidéo parce que mine de rien, ça fait aussi partie d'une des raisons pour lesquelles nous devions quitter la Corse. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que ça, hein. On avait clairement fini notre aventure en Corse, il était temps aussi pour nous de rentrer. Puis on avait quelques cours assez importants également à ne pas rater. Ceux pour apprendre à devenir parents. En effet, avant la naissance de notre enfant, on a eu droit à quelques exercices de manipulation d'un nouveau-né. Ça fait partie de tous ces petits trucs qui se passent juste avant de devenir papa et maman, qui te font réaliser que ça arrive, ça approche, le grand changement est là. C'est à la fois très excitant et mine de rien un peu stressant. En vrai, j'ai l'impression qu'on n'est jamais vraiment préparé à ce qui nous attend. Quand tu parles avec des gens, pour certains c'est compliqué, pour d'autres c'est ultra simple. Le mieux c'est de pas se prendre la tête et de laisser faire les choses. Un peu comme on l'a toujours fait, finalement. Ce que je veux dire, c'est que parents, ça ne s'apprend pas dans des cours. Oui, on t'apprend à changer des couches et donner un bain, mais tout ce que ça transforme en toi, tout ce que ça change intérieurement, ça, à part le vivre, je vois pas trop comment on pourrait l'apprendre. Un peu comme la marche finalement, lorsque je vous dis que ça transforme les gens de partir à l'aventure. Il n'y a que ceux qui se lancent vraiment qui peuvent comprendre. Oui, ça fait un peu élitiste de dire tout ça, mais je vous assure que par des simples vidéos,
c'est pas pareil. Faut vraiment vivre la chose. Attendez, c'est quoi cette musique qui passe en fond là? Désolé, je voulais pas que ça parte comme ça en guitare électrique. Voilà, une musique plus douce pour parler de la suite. Un autre truc dans lequel nous nous sommes lancés en revenant de la Corse, c'est notre miel. Voilà, il fallait se concentrer un peu sur nos ruches. Pour expliquer très rapidement aux nouveaux abonnés, pendant le premier confinement, je publiais une vidéo par jour. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me découvrir à ce moment-là. Parmi ces vidéos, il y en a une qui vous avait énormément plu, c'est celle où je vais chercher un essaim d'abeilles sauvages en haut d'un arbre. Et du coup, avec vous ensuite, on a fait mes premiers pas dans l'apiculture. L'année qui a suivi, j'ai fait ma première récolte de miel et j'étais tout content. Et même si je ne vous en parle pas chaque année, je continue et mon cheptel s'est même agrandi. Je connais un apiculteur qui a pris sa retraite et qui m'a donc vendu une partie de ses ruches pour un très bon prix. À la base, moi, 5-6 ruches me suffisaient largement. Mais vu que je pouvais pas passer à côté de cette opportunité, j'en ai pris plus d'une vingtaine. Puis je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo, mais faire du miel, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur pour nos projets futurs. Donc en rentrant de vacances, en rentrant du travail qu'on a fait en Corse, j'ai acheté un extracteur de miel. C'est un outil qui me manquait, j'en avais marre de toujours devoir demander à quelqu'un de m'en prêter un, qui comme son nom l'indique, permet d'extraire le miel. Alors extraire le miel de quoi? L'extraire des cadres, là où les abeilles bâtissent les alvéoles et les rebouchent ensuite avec de la cire. Donc on prend un couteau spécial pour décapsuler tout ça. D'ailleurs ça marche aussi avec un couteau pas spécial. Cadre par cadre, on fait tout à la main, c'est notre concept. On les place ensuite dans cet extracteur qui est donc manuel parce que certains fonctionnent avec des moteurs électriques. Nous on fait tout à la force des bras et par système de force centripète et centrifuge, ça extrait le miel, ça le propulse si vous voulez sur les parois de la cuve. Tout le miel donc s'accumule, on va le laisser ensuite maturer dans, vous l'aurez deviné, un maturateur. Mot compliqué finalement pour dire qu'on le laisse mariner tout seul sans rien faire pendant 3-4 jours dans un seau refermé. Et puis après moult et moult filtrations, on peut enfin le mettre en pot. C'est un moment tellement satisfaisant de voir ces petits pots se remplir de ce liquide doré. Ce serait trop long de vous citer tous les bienfaits du miel. Ce que je retiens, c'est que c'est super bon, c'est un cicatrisant, c'est très bon pour la peau, c'est un désinfectant, un antibactérien. Vous pouvez quasiment en mettre dans toutes vos recettes. Vous pouvez vous soigner, mettre ça dans vos infusions, vos thés. On peut même le convertir en alcool, ça s'appelle de l'hydromel. Et ça c'est un truc qu'on va bientôt faire. L'an passé on avait fait notre propre vin rouge. Cette fois-ci on va faire donc notre propre hydromel. Et puis je dois vous avouer que quand tu es invité chez des amis ou de la famille et que tu arrives avec tes propres pots de miel à offrir, ça fait toujours plaisir. Notre miel, c'est du miel de châtaignier. Et franchement, je dis pas ça parce que c'est le nôtre, mais c'est clairement le meilleur que j'ai pu manger. Allez, rien que pour vous, voici l'étiquette officielle de mon miel. Il s'appelle Canta Cocout, ça veut dire chante coucou en occitan. Et je suis vraiment content du résultat final. Je trouve que ça rend super bien. Ah tiens, c'est marrant, en faisant le montage de la vidéo là, je viens de retomber sur ce plan qui était un prototype de mon étiquette. C'était la version 1, on va dire. Franchement, pas mal, même comme ça, c'est cool. Bon, et alors pourquoi d'après vous, c'est du miel de châtaignier? Tout simplement parce que mes ruches se trouvent au même endroit que ma châtaigneraie. Ah, les châtaignes. On va s'attaquer à un gros morceau là. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est loin d'être terminé. Ici aussi, je vais devoir faire un rapide résumé pour les nouveaux abonnés ou ceux qui n'auraient pas suivi. Il y a quelques années en arrière, j'habitais ici, dans la maison de campagne que j'ai appelée le bunker sauvage. C'est la maison où j'ai grandi, j'y ai passé toute mon enfance. Et ces derniers temps, avec mon mode de vie toujours à l'extérieur, à moitié nomade, c'est une maison que j'ai dû quitter. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans cette vidéo, la raison pour laquelle j'ai dû partir d'ici. Mais j'ai toujours accès à la forêt qui entoure ce lieu. C'est d'ailleurs dans ces bois que j'y ai mis mes ruches. Et c'est aussi dans ces bois que se trouvent des châtaigniers. Énormément de châtaigniers. Certains de ces arbres ont plus de 200 ans et pour la plupart, c'est mon grand-père qui les avait plantés. Comme je le disais, j'y ai toujours accès, donc j'y viens de temps en temps me ressourcer ou en automne ramasser les châtaignes. Et c'est le sujet que nous allons aborder maintenant. Parce que mine de rien, les châtaignes, c'est une activité qui a pris de plus en plus de place dans ma vie et ça m'occupe, un peu comme les abeilles, une bonne partie de l'année. Donc afin de pas me répéter pour ceux qui sont déjà au courant, je vous invite vivement à voir cette vidéo qui est complète, j'explique tout de A à Z. Si la récolte et la transformation des châtaignes vous intéressent, surtout si vous êtes dans une optique de survie ou d'autonomie. Donc si cette vidéo est déjà bien complète, pourquoi aujourd'hui je me sens obligé de vous expliquer encore des choses? Déjà c'est le concept de la vidéo que vous êtes en train de visionner, c'est de vous expliquer ce qu'on a fait depuis notre retour, mais surtout parce que cette année on a tenté de nouvelles choses, une nouvelle manière de faire de la farine, bref, plein de trucs à vous expliquer et vous montrer. Donc là il faut bien comprendre que l'automne était bien avancé, ça faisait quelques mois qu'on était déjà rentré de la Corse. Le ventre de Charlotte devenait de plus en plus présent, je la trouvais de plus en plus belle, et c'est toujours le cas. Et honnêtement cette année un des trucs qu'on a fait le plus, c'est
aller aux champignons. Non mais franchement, je ne sais pas par chez vous, mais ici c'était n'importe quoi. Ah ouais, quand je dis ici, vous savez pas d'où je parle, hein, ça vous stresse. En fait, je garde un super souvenir de cette période parce que tous les jours on sortait et on revenait avec plein de trucs à manger. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de la ferme tenue par nos amis où il y a nos ânes et nos chevaux. Et là où on a trouvé Talgor d'ailleurs. Bah ici, il y a aussi plein de poules. Et elles pondent tellement qu'on ne savait plus quoi faire des œufs. Donc je crois que j'ai passé mon automne à manger des omelettes avec différents champignons. On a eu des vestes de loup, des coulmelles, des girolles, des cèpes, des trompettes de la mort aussi, énormément. Quand on s'y connaît et qu'on s'y intéresse, la nature est vraiment généreuse. Et cette année, pour les châtaignes, elle a aussi été très généreuse. Il y a eu 3 changements majeurs cette année dans notre rapport à la châtaigne. Je vais vous expliquer. Premier changement, on a décidé d'en ramasser beaucoup plus que les années précédentes. Bon, pour cela, pas besoin de disserter des heures, je pense que vous avez compris, on en a juste ramassé beaucoup plus. Mais, lorsqu'on ramasse beaucoup de châtaignes, en attendant de les transformer en farine, il faut les conserver, il faut les garder. Oui, parce que si dans la même journée, tu ramasses des châtaignes et que le soir, tu es déjà en train de les transformer en farine, bon ben ça va alors, il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur la conservation. Mais vu que là, on s'était dit qu'il fallait en ramasser le plus possible, forcément, la question de la conservation est arrivée. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais une châtaigne, une fois ramassée, ben, elle peut pourrir très vite, ou prendre le verre, comme on dit. Et nous, vu qu'on ramasse tout à la main, on n'utilise pas de machine, hein, je vous rappelle, c'est notre concept de tout faire à la main à échelle humaine, et bien le temps d'en ramasser énormément, les jours défilent très vite et finalement tu dépasses vite une semaine, 2 semaines, en gros ce que tu as ramassé en premier commence déjà à pourrir. Donc comment conserver les premières châtaignes que tu as ramassées en attendant de terminer ta récolte? Absolument tout le monde vous dira de les mettre dans le congélateur, voilà c'est le moyen de conservation le plus sûr. Mais moi j'aime pas le congélateur. Première raison, parce que j'en ai pas. Deuxième raison, parce que je trouve que ça casse le côté fait main. Il y a un côté, on triche un peu avec un congélo. Donc on s'est renseigné et on a fini par trouver une vieille méthode, sûrement utilisée par nos grands-parents, qui est littéralement contre-intuitive. C'est-à-dire que de base, c'est pas vers cette idée que t'irais en y réfléchissant. Il suffit de plonger toutes les châtaignes que vous ramassez dans des grands bacs d'eau. Toutes celles qui remontent à la surface, qui flottent, vous pouvez directement les jeter, c'est qu'il y a de l'air dedans ou un verre et qu'elles sont pourries. Et celles qui coulent au fond, eh ben il faut les laisser dans l'eau. Et pourquoi je disais alors que c'est contre-intuitif? Ben parce que justement, l'eau c'est ce qui les fait pourrir, c'est ce qui les fait moisir. Enfin, pas l'eau exactement, mais plutôt l'humidité. Donc tous les jours, il faut revenir secouer les châtaignes, remuer, et puis de nouveau jeter toutes celles qui remontent à la surface. Et puis il faut changer l'eau, renouveler entièrement le bac. Ça permet de maintenir la châtaigne dans un état stable, un peu comme si on la mettait en pause. Puis accessoirement, ça tue tous les parasites qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Mais le fait de laisser immerger dans l'eau les châtaignes pendant plusieurs jours a amené un autre problème qu'on devait résoudre. Le moulin avec lequel je travaille, celui qui va transformer mes châtaignes en farine, a besoin de peser les châtaignes que je lui amène et il se sert de ce poids pour me facturer ensuite la prestation. Je n'ai plus exactement les prix en tête, mais pour vous donner un exemple, si j'amène 1 kg de châtaignes, il va me faire payer 1 € le fait de me transformer ce kilo en farine. Encore une fois, c'est à titre d'exemple là, hein, ce n'est pas du tout les prix. Mais il faut bien comprendre que si nous on a laissé tremper les châtaignes dans l'eau pendant plusieurs jours, elles se sont gorgées d'eau. Elles sont donc beaucoup plus lourdes. Aucun rapport avec la châtaigne que tu viens juste de ramasser dans la forêt. C'est pour ça que tout le monde part sur la méthode du congélateur et non pas du seau d'eau. Donc avant de les amener au moulin, on a eu une nouvelle étape de travail, celle de devoir vider l'eau des châtaignes, les faire sécher. Attention, ne pas confondre avec la déshydratation, ça c'est une étape encore après. Non, je parle bien ici de faire sécher les châtaignes. Waouh, c'est dur à dire ça, sécher les châtaignes. Donc on a dû aller chez des amis, les ennuyer, parce qu'ils avaient un poêle à bois, pour étendre nos châtaignes sur des serviettes de plage, afin d'essayer de les sécher, de retirer le maximum d'eau qu'elles avaient en elles, pour que le jour où on les amène au moulin, ça soit le plus léger possible. Que la balance affiche un poids réaliste, et non pas exagéré. Mais attendez, ça, il faut pas le faire trop tôt, parce que sinon, tu reprends le risque que la châtaigne moisisse. Il faut le faire vraiment à la toute fin, 1 ou 2 jours avant d'aller au moulin. Donc tu as intérêt à prendre rendez-vous avec ton moulin et te préparer à l'avance. Et tout ça, ce que je viens de vous dire, c'était seulement le 2e point. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 3 grands points qui avaient changé cette année. Ben, la gestion des châtaignes, c'était seulement le 2e point. Le premier, c'était ramasser beaucoup plus. Le 2e, arriver à les conserver. Et donc, le 3e et dernier point qui a changé pour nous cette année, c'est justement le moulin. C'en est un tout nouveau. Dans cette vidéo-là, qui s'affiche devant vous, que je vous invite à aller voir si vous voulez vraiment suivre tout le parcours de la châtaigne de A à Z, j'avais trouvé un moulin qui était assez loin, finalement. Donc, j'étais perdant sur les nombreux allers-retours que je faisais pour aller transformer mes
mes châtaignes en farine. Mais à force de chercher et surtout grâce aux bouches à oreille, j'ai fini par trouver un petit producteur moins loin qui pouvait me faire ça. Lui aussi, il est dans une démarche de taille humaine. On fait tout nous-mêmes. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot prestation de service, comme s'il nous faisait ça et en échange d'argent, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est plus un truc type associatif où tu viens toi-même faire. En fait, il te prête les machines. Donc, ce n'est pas mon moulin parce que pour le moment, c'est pas rentable pour moi d'investir dans des machines comme ça par rapport au peu de quantité que je produis. Mais par ce modèle d'entraide, là, par contre, c'est excellent. C'est vraiment un truc qui me convient. Avant de continuer, j'aimerais quand même préciser qu'il n'y a pas seulement la méthode du congélateur ou des bacs d'eau pour la conservation. Dans le sud de la France, il existe des sécadous. C'est ni plus ni moins que des séchoirs. Séchoirs à châtaignes ou greniers à châtaignes, comme on peut les appeler dans le reste du pays. Ce sont des endroits où on stockait les châtaignes, un lieu qui était aéré, il y avait juste à venir les remuer de temps en temps, et comme ça on se compliquait pas la tâche. Mais au fil du temps, ces endroits ont disparu, il en existe quelques vestiges encore lorsque vous avez la chance d'en voir dans certaines vieilles maisons ou des ruines encore debout. Donc maintenant, je vais vous parler de ce moulin, ou du moins des étapes pour arriver jusqu'à la farine. Oui, parce que c'est loin d'être terminé, il suffit pas de ramasser des châtaignes, les tremper, les faire sécher, puis donner ça au moulin. Si demain vous ramassez votre propre blé, vous allez trouver énormément de moulins qui vont accepter de vous le transformer en farine. Mais pour la châtaigne, c'est bien plus compliqué de trouver des moulins qui acceptent. Parce qu'il y a une étape qui est extrêmement longue et qui est assez compliquée et que personne ne veut faire, c'est le mondage, c'est-à-dire le fait d'éplucher les deux protections de la châtaigne. Il y a cette coque dure et brillante qui entoure l'amande, et puis il y a cette petite peau velue qu'il y a vraiment tout autour de la châtaigne. Et vu que c'est un travail assez fastidieux, c'est la raison qui explique pourquoi la farine de châtaigne est la plus chère du commerce en comparaison à toutes les autres farines. Donc avant de passer à cette étape de l'épluchage, du mondage comme on dit, il va falloir déshydrater la châtaigne, lui retirer toute son eau. Voilà, c'est bien différent la déshydratation que le séchage qu'on a vu un peu plus tôt avec les serviettes de bain et le feu. Déshydrater une châtaigne, ça va finir d'achever les derniers parasites, ça va clairement stopper toute progression de moisissure et de pourrissement, c'est un peu comme du lyophilisé si vous voulez, et ça va donc permettre de faire une farine exceptionnelle et qui surtout se gardera dans le temps. Elle ne va pas moisir ou créer des petits verres de farine. Donc pour ça, on utilise une machine qui s'appelle un déshydrateur. Mais c'est pas le genre de four à micro-ondes qui s'appelle aussi un déshydrateur qu'on peut acheter et trouver n'importe où. Non, là c'est vraiment une énorme cuve qu'on doit remplir, étaler les châtaignes sur plusieurs étages, en faisant bien attention de ne pas mélanger les châtaignes bio et les conventionnelles, c'est-à-dire les pas bio, car ici je ne suis pas seul. Il y a d'autres particuliers qui amènent aussi leurs châtaignes pour les transformer en farine, histoire que celui qui a amené 300 kg de châtaignes bio soit sûr de repartir avec sa farine, et non pas avec la farine d'un autre qui en plus n'a pas été faite avec ses propres châtaignes. Bon bref, c'est de la logistique, c'est de la gestion, mais surtout c'est du temps. Une fois qu'elles sont là-dedans, dans cette espèce de grand four qui tourne à feu très doux, il faut attendre longtemps, plusieurs jours, plusieurs semaines même, car la déshydratation est un processus lent et aussi qui permettra justement à l'étape d'après, celle du mondage, le moment où il faut éplucher, d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Voilà pourquoi l'étape de la déshydratation est très importante. Donc pour le moment, on n'a plus rien à faire ici. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais avant de décoller, je m'arrête quelques secondes sur les différences de taille qu'on peut trouver parmi les châtaignes. Il y a de nombreuses variétés, plusieurs races si vous voulez. Celle du milieu là, qui est littéralement obèse. Ça vient clairement d'un châtaignier qui a été greffé. Les miennes sont bien plus petites, mais elles sont bien plus sucrées. Je parle des châtaignes. Les miennes sont des châtaignes rouges, connues pour leur goût bien meilleur, mais aussi parce que ce sont des châtaignes sauvages. En gros, dans ma châtaigneraie, il n'y a pas d'histoire de greffage ni même d'entretien. Je laisse juste faire la nature quoi. Puis il faut savoir que généralement les gens qui viennent transformer les châtaignes en farine, ils prennent justement les châtaignes qui ont le moins de goût et qui sont les moins jolies. Parce que c'est presque un sacrilège de transformer une belle et bonne châtaigne en farine, vous voyez ce que je veux dire. Il vaut mieux faire une compote avec des pommes qui sont un peu passées que des pommes toutes fraîches qu'on pourrait croquer dedans. Dans l'univers des châtaignes, c'est la même chose. Mais moi je raisonne autrement. En fait, mon but, c'est de faire une farine vraiment exceptionnelle. Donc, c'est l'inverse. J'utilise mes meilleures châtaignes pour les transformer en farine. Et celles qui sont moins jolies,
Ben on les transforme aussi. Cette année on a fait de la crème de marron et de la purée de châtaigne, c'est pas vraiment la même chose. Mais surtout cette année j'ai voulu tester la stérilisation de châtaignes pré-cuites. Ça fait des années que j'avais cette grande marmite, je m'étais toujours promis un jour de faire une vidéo sur la conservation, la mise en bocal et la stérilisation. Mais je n'ai jamais trouvé le temps, alors bon je vous en parle maintenant vite fait. Ici aussi c'est une question de conservation, le but c'est de pouvoir en manger toute l'année. Alors c'est sûr, faut aimer la châtaigne, un peu finalement comme la farine de châtaigne, c'est tout simplement une manière de conserver de la châtaigne toute l'année. En plus je le précise, la farine de châtaigne est sans gluten pour ceux qui seraient intolérants, et puis c'est une des farines les plus nourrissantes. Bon bref, je disais donc que dans cette optique de conservation sur du long terme, on s'est lancé cette année dans la stérilisation afin de décliner la châtaigne non seulement sous toutes ses formes mais aussi sous toutes ses saveurs. Bon, et maintenant que nos châtaignes sont dans le déshydrateur, que faisons-nous? Vu qu'il nous faut attendre plusieurs semaines, il est temps pour moi de m'attaquer à quelque chose que j'ai laissé trop longtemps en plan. Il y a quelques années en arrière, j'ai acheté un camping-car pour une poignée de cacahuètes. Je l'ai eu pour un très bon prix car il était destiné à la casse et franchement, il y avait tellement de choses à réparer dessus que pas beaucoup de gens voulaient l'acheter. Donc tout ça, si vous me suivez régulièrement, vous le savez déjà, vous le connaissez ce camping-car. J'ai même créé une série de vidéos qui s'appelle Rétroviseur, où on me voit tout simplement le retaper avec un ami de A à Z. C'est sûr que les personnes qui me suivent pour l'aspect rando-aventure, là ça change, on est plus sur de la mécanique. Mais je trouve personnellement qu'on reste dans les thématiques van life, voyage, mouvement. Puis finalement sur cette chaîne YouTube, vous suivez un peu les aventures de Céleste quoi. Un peu comme Martine à la plage, Martine fait des confitures, Martine répare un camping-car. Donc là je vais un peu faire une version accélérée de tout ce que j'ai fait sur ce véhicule. Je vais pas rentrer dans les détails comme je l'avais fait dans la série Rétroviseur. Vous allez voir, il y a eu du changement, il y a eu énormément de boulot. Donc à la fin de Rétroviseur, lorsqu'on me voit partir de chez Sébastien, le domaine d'Alvaro, le véhicule était presque entièrement fonctionnel. Je n'avais pas réparé le chauffe-eau d'origine. Je m'étais dit c'est pas grave, je le ferai plus tard. Cela n'allait pas m'empêcher de l'utiliser, même si dans un premier temps j'avais simplement que de l'eau froide. Enfin du moins ça c'est ce que je croyais. Parce qu'en réalité, je m'en suis pas servi très longtemps du camping-car. Ah, croyez-moi, le chauffe-eau, ça allait devenir le dernier de mes soucis. J'ai très vite compris pourquoi ce camping-car m'avait été vendu pour 3 fois rien. Un jour, alors que je décide enfin pour une fois de m'en servir, d'ailleurs c'est l'unique fois où je m'en suis servi, je prends le camping-car pour monter en Belgique. Donc moi, tout excité, je me dis, ça y est, je vais enfin pouvoir profiter de tout ce qu'on a retapé et rénové dans ce véhicule. Sauf qu'en plein milieu de l'autoroute, vers le nord de la France, pas loin de la frontière belge, mon camping-car s'arrête net. Il y avait un problème dans le moteur. Donc là, mon assurance prend en charge le transport jusqu'au garage le plus proche. Moi, on me prête une voiture de location pour terminer mon voyage jusqu'en Belgique. Et ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'allais pas revoir mon camping-car durant les 2 prochaines années. Ce serait beaucoup trop long à vous expliquer tout en détail. Mais en gros, pour faire simple, vraiment très simple, j'étais en Belgique et mon camping-car était dans un garage en France. Après plusieurs semaines, il me dit que je peux venir le récupérer. Je viens le récupérer, sauf que quelques minutes plus tard, il retombe en panne. Je suis donc coincé en Belgique pendant plusieurs semaines. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je publie cette vidéo sur YouTube. Sauf que moi, mon boulot, c'est justement de faire des vidéos sur YouTube. Donc si je ne publie pas de vidéos, j'ai pas d'argent pour survivre. Et là, il est grand temps pour moi de retourner dans le sud de la France parce que je dois tourner une nouvelle aventure. Je me débrouille pour revenir dans le sud et on se lance enfin sur l'aventure des pionniers. Une des plus belles aventures de toute ma vie, celle où on se rend à Rome en calèche tirée par 2 ânes. Pendant tout ce périple, je suis de nombreuses fois en contact avec le garage qui s'occupe de mon camping-car. Mais il n'y a rien à faire, il n'arrive pas à trouver la panne, à résoudre le problème. Charlotte, qui à ce moment-là vit l'aventure des pionniers avec moi et qui surtout est belge, me parle justement d'un garage en Belgique qui est spécialisé dans les véhicules de collection. Alors évidemment, mon assurance ne peut pas prendre en charge le fait de transférer mon camping-car d'un garage français jusqu'à un garage belge. C'est donc à mes frais que je dois trouver un transporteur, je n'aurais jamais cru faire ça, pendant que je me trouve en Italie, pour que lui, de la France, aille le chercher là-haut et l'amène en Belgique. Et là, je vous dis ça rapidement, comme si ça avait été simple à trouver et à faire ce truc-là. Mais non, rien que de trouver un transporteur qui accepte de faire ça, et en plus qui me coûte pas un rein, putain, on a dû chercher longtemps. Bref, le camping-car finit par arriver en Belgique dans un garage donc spécialisé dans les vieux moteurs. Nous, on termine notre aventure en Italie, on revient en France et quand approche l'hiver, on se dit ça serait bien d'aller le récupérer en Belgique. Je remonte en Belgique, enfin, je retrouve mon camping-car et d'ailleurs, ce jour-là, je publie cette vidéo sur YouTube. Sauf que il n'était pas du tout réparé le camping-car, il manquait même carrément le moteur. Ce garagiste en revanche pense avoir trouvé le problème mais fallait qu'il fasse différents tests afin d'en être sûr. Puis il m'explique
m'explique que c'est un vieux modèle, qu'il y a une pièce qu'il n'arrive pas à trouver, enfin bref, ça traîne, ça prend du temps, évidemment lui, entre-temps, il s'occupe d'autres bagnoles. Attention, hein, je le critique pas, il m'a déjà pris en urgence pour essayer de m'aider parce que les garagistes français n'arrivaient pas à résoudre mon problème, donc je le remercie. Mais au final, les jours s'écoulent, les semaines défilent et les mois passent à grande vitesse. Je commence vraiment à perdre espoir, je me dis que je vais jamais le récupérer ce camping-car. Entre-temps, je reçois plein de commentaires sur les réseaux qui me disent « Alors, il en est où ton camping-car? On le voit plus beaucoup. » Et moi, comme à chaque fois, j'ai une seule réponse à donner, bah il est toujours en réparation. On arrive très vite au printemps-été, le moment pour nous de nouveau partir à l'aventure. Dans un premier temps, en tandem, on traverse la France et puis dans un second temps, à pied, on traverse la Corse. Et oui, vous me voyez venir, vu que je suis en train de vous raconter tout ce qu'on a fait depuis notre retour de la Corse, et bien comme vous pouvez le voir, on était toujours bloqué avec cette histoire de camping-car. Ça fait déjà 2 ans, 2 années que cette histoire traîne. Et enfin, le garagiste belge m'annonce quelques mois après notre retour de la Corse que je peux venir récupérer mon véhicule. Honnêtement, j'y croyais plus, j'étais sur le point d'abandonner et presque de le revendre. Donc on retourne en Belgique, je récupère enfin le camping-car. Et pour la première fois depuis 2 années, je le conduis. J'ai littéralement l'impression de le redécouvrir. Je suis tout content, comme d'habitude, je sors mon téléphone pour partager ma joie avec vous. C'est les images que vous voyez là en face de vous. Et je dis à Charlotte, écoute, maintenant qu'il est réparé, il n'y a plus qu'à s'occuper de ce chauffe-eau. Viens, on retourne en France et on verra ça là-bas. On monte dedans, on est tout excité, ça y est, toute cette histoire est derrière nous, il n'y a plus qu'à rouler. On passe la frontière belge, on arrive dans le nord de la France et devinez quoi? Et dire que mes parents m'avaient dit « Céleste, évite d'acheter cette merde, ça va te causer que des ennuis. » Et que moi j'avais fait « Mais non, vous verrez. » Alors cette fois-ci, ne me demandez pas pourquoi, mais mon assurance, qui est toujours la même, a accepté de me ramener le camping-car dans le garage belge. Si en fait je sais pourquoi, vu que c'est le dernier garage qui s'en est occupé, c'était logique de le ramener là-bas. Bon, franchement je vous le dis, je suis pas du tout payé par eux, c'est pas une sponsor, mais mon assurance c'est la GMF et c'est juste la meilleure assurance du monde. Voilà, s'il y en a parmi vous qui bossent avec cette assurance, n'hésitez pas à leur montrer la vidéo, j'aimerais bien faire un partenariat avec eux. Du coup, de retour en Belgique, le garagiste cette fois trouve très vite la panne, c'est simplement l'alternateur. On reste quelques jours en Belgique et pendant cette période là-bas, il a fait très froid, les températures chutaient grandement. Le garage m'appelle enfin, l'alternateur est changé, on peut enfin repartir sur les routes. Tout content, je dis à Charlotte, est-ce que tu t'en rends compte? On récupère enfin notre véhicule, ça a pris plus de 2 ans, mais nous voici enfin de retour dans la situation initiale, il reste simplement à s'occuper du chauffe-eau. En attendant d'avoir de l'eau chaude, heureusement, on a toujours l'eau froide. Vous vous rappelez il y a quelques secondes quand je vous ai dit que les températures ont grandement chuté? Et bien vu qu'il restait de l'eau dans la tuyauterie du camping-car, cette eau a gelé et devinez qui c'est qui a morflé? Mon chauffe-eau. Et là on pourrait se dire, oui mais ton chauffe-eau il fonctionnait déjà pas, donc on s'en fiche. Non, je crois que vous avez pas compris. C'est pas qu'il fonctionnait pas, il laissait passer l'eau, simplement il me la chauffait pas. Mais au moins j'avais de l'eau froide qui arrivait au robinet. Là je ne pouvais même plus utiliser l'eau de mon véhicule. Dès que je tournais le robinet, ça me giclait de l'eau partout dans la cabine. J'étais tellement dégoûté que tout ça là je l'ai même pas filmé. Je me disais non mais les gens ils vont se dire mais c'est vraiment de la merde son véhicule. Et vu que j'avais fait la série rétroviseur, si tu veux il y avait un peu l'ego qui parlait. Je me disais putain ils m'ont vu pendant des mois le retaper et là il est en train de tomber en miettes le bordel. Bon, ceci dit, cette fois-ci au moins le camping-car pouvait rouler. On est donc redescendu en France et vous savez quoi, dès que nous sommes arrivés, bah il fonctionnait déjà plus. J'ai juste eu le temps de me garer chez mes amis, vous savez là où il y a tous nos animaux, et le camping-car s'est éteint et il a plus jamais démarré. Cette fois-ci ça ne venait pas du moteur ni de l'alternateur, c'était un problème au niveau des masses, il y avait un truc dans l'électricité qui foirait. Heureusement mon pote m'a aidé à régler ce problème et vu qu'il a à peu près fait tous les métiers du monde, chauffagiste, électricien, garagiste, mécano, zingueur, dézingueur et tutti quanti, on en a profité pour changer le système de chauffage de la cabine. En gros on a changé le radiateur à gaz qu'on avait réparé dans la série rétroviseur justement, mais qui est pas terrible, qui fonctionnait pas très bien et qui en plus est très dangereux. On a mis un truc beaucoup plus sûr, beaucoup plus moderne qui fonctionne au diesel. Et franchement j'en suis trop heureux. Mais pour rester dans le style du véhicule vintage, on a gardé la grille du radiateur devant, comme ça on a caché la modernité derrière. Et tant qu'on y était, et surtout vu que j'en avais plus rien à taper de ce chauffe-eau d'origine, on l'a également remplacé par un truc bien plus neuf, bien plus moderne et une valeur sûre qui fonctionne correctement. Ouais non, sur la fin j'en avais plus rien à faire du côté historique du véhicule, je voulais juste que ça fonctionne. Et là les amis, le Graal, le Saint Graal, ça y est, le camping-car est réparé à 100%. Et surtout, j'ai de l'eau chaude. Non mais quand je vois tout ce qu'on a traversé pour en arriver là, juste de tourner un robinet et d'avoir de l'eau chaude, mais vous vous rendez pas compte? C'est fantastique!
Voilà, sinon je le mets en vente sur le bon coin pour 300 €. Non, je plaisante, plutôt crevé. Celui-là, il bouge plus. Dites-vous qu'à l'heure actuelle, je m'en suis toujours pas servi. Depuis que je l'ai acheté, je ne suis toujours pas parti à l'aventure avec ce putain de camping-car. Donc oui, les amis, c'est pas impossible qu'un beau jour, une aventure pop avec ce véhicule. C'est même pour ça qu'à la base, j'avais acheté un camping-car. Donc je le redis, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas dit, mais mon tour de France pour venir à la rencontre des abonnés, c'est toujours prévu. Je vous mets un lien Google Documents dans la description sur lequel vous pouvez vous inscrire. Le but, c'est pas juste de venir boire un coup chez vous, c'est de nous proposer quelque chose à faire, une activité intéressante qui pourrait donner un beau vlog. Si vous avez un métier original, si vous voulez nous partager votre passion, s'il y a des choses à visiter autour de chez vous, je ne sais pas quand et je ne sais pas comment, enfin si comment, ça sera en camping-car du coup, mais un beau matin, je ferai une série de vidéos qui s'appellera je sais pas trop comment, mais au rétroviseur ou je sais pas, j'irai dormir, j'irai picoler chez vous et je viendrai à votre rencontre. Ce projet, ça fait plus de 5 ans que je l'ai mis en place. Et puis si jamais ce projet ne se fait pas, eh ben c'est pas grave, voilà, j'aurai juste une liste avec énormément de mails dessus. Tunnel de vente. Non, je plaisante, je fais le genre d'humour qu'on trouve sur internet, les jeunes entrepreneurs qui veulent toujours essayer de récolter des mails pour vendre leur merde en dropshipping. Bon, quand je dis que le camping-car, je m'en suis jamais servi pour une aventure, c'est vrai, mais par contre je m'en suis servi pour un petit week-end par-ci, un petit week-end par-là. Bah oui, pour l'instant, ce camping-car, mine de rien, c'est ce qui ressemble le plus à une maison pour Charlotte et moi. Donc on s'en sert même tout le temps, souvent. Mais comme je disais, on n'est pas encore parti sur les routes avec. Ah par contre, tant qu'on est là à parler de van et de camping-car, il y a un truc que j'aimerais bien vous parler qui est vraiment utile quand on est sur les routes et en van life. Et pour ça, j'ai fait appel à mon pote Maximilien Dulac, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, qui lui aussi a un van aménagé. Bon bref, je vous laisse avec les images, vous allez comprendre. Mon ami Maximilien, montre-moi comment tu utilises ce magnifique objet. Tu sais à quoi ça me sert ça? J'ai un petit truc sympa, une télé, et je peux brancher une petite console. Je pense que maintenant avec ça tu vas pouvoir brancher une grosse console type Game Boy Advance. En plus ils viennent d'en sortir une je crois avec les 3 couleurs RGB. Ah ouais d'accord, je vois, donc toi ton van est en bois mais tu t'es dit je vais quand même avoir de la technologie. Au niveau de l'électricité, il n'y a rien sauf ça maintenant. Sauf ça. Ça s'appelle une station powerbank de la marque Jackery. Vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui a le soutien de la marque Jackery. Je me permets de vous présenter leur dernier produit qui vient tout juste de sortir. Vous allez voir que pour les amoureux de l'aventure et du van life, c'est vraiment un outil indispensable. Mais dis-moi tout, il me semble que cette télé, c'est des télés 12 volts. C'est cela même. Mais là, avec ça, on peut avoir plus que du 12 volts. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on va brancher une console en plus dessus. Ok, go. Et plein d'autres trucs. En juger ta décoration, hey, tu serais pas le genre de mec qui fait du Reiki? Mec, je suis le genre de mec qui va à Action. Là tu branches ici, mais je sais pas si tu es au courant qu'il faut envoyer le jus ici. Donc après il faut appuyer sur ce bouton là. Là on voit le niveau de la batterie. Donc actuellement il reste 32%. Ça c'est quand on branche le panneau solaire, c'est l'entrée. Bon là vu qu'on a débranché les panneaux solaires, il n'y a pas l'entrée. Et là c'est ce que ça va fournir, la sortie. Ah c'est bon, télé s'allume. Voilà, il est déjà en train de donner 13 watts actuellement. Hey, qu'est-ce que tu fais? Là je vais travailler un peu, je vais faire du montage. Cool. Mais attends, je me permets de brancher ton ordinateur car tu risques vite d'arriver à court. Permettez. Oh ben ça tombe bien, il y a 2 prises. Wow. Mais du coup ça consomme maintenant combien? Appuyons ici pour le voir. Il y a une lumière mec. Ah putain mais c'est cabrifort en plus. Me dis pas qu'ils ont mis un mode SOS. Oh putain si, c'est génial. Moi j'aimerais tester quelque chose si tu veux bien. Lorsque je pars en rando, je prends toujours ce genre de bloc d'énergie, powerbank avec moi dans ma poche. Mais est-ce que lui, je peux lui-même le charger? Écoutez, essayons. En plus je vois qu'il y a une charge rapide ici. Il faut aussi appuyer sur ici pour dire maintenant qu'on veut alimenter cette zone là de la batterie. Et regardez, c'est immédiat, c'est bien en train de recharger. Qu'est-ce que ceci? Ce sont des lampes. Comme tu peux voir, je n'ai pas d'électricité dans le van finalement. J'ai acheté ces magnifiques petites lampes. Ici, il faut que je les recharge. Et donc là, tu recharges ces genres de petites lampes ici, donc également en USB. Il y a quelque chose qui prouve que c'est en train de charger, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ici. Ah oui, là. Voilà la dépense énergétique tu veux ici. Plus encore? Quoi, tu as plus? Plus encore? Tu as plus? Moi, je te propose le test ultime. Hein? Là, imaginons que tu es dans ton van, il fait froid le soir. Parce que voilà, des fois l'hiver il fait froid, des fois l'été aussi il fait froid. On va chercher un radiateur qui consomme énormément de radiation. Tu as fourni avec la batterie le secteur. Oui, bien sûr, tu peux la brancher en 220 et recharger chez toi. C'est la fameuse prise de 220 que vous branchez dans un mur et comme ça, ça recharge ce stock là plus vite. Okay. Et une fois après que vous êtes en vadrouille, panneau solaire. Panneau solaire ici. Les panneaux solaires ont l'avantage d'être facilement rangeables. Toi, tu peux les stabiliser. Ouais. Mais vu l'inclinaison, là on est à du soleil, tu vas les désincliniser. Ah oui, on devait d'abord montrer que ça,
on peut directement s'en servir dès maintenant là. Vous voyez, on met juste le panneau solaire par terre, on peut déjà recharger quelque chose ici. Tu branches ça ici. Ouais, voilà, c'est bon, ça charge. On peut voir également ici sur ce petit bloc qui a la petite LED, donc qui nous certifie que le courant est créé, généré. C'est un panneau solaire 100 watts, c'est-à-dire qu'à son plein potentiel, il délivre, regardez, c'est écrit ici, sortie 100 watts, ce qui est énorme pour un tout petit panneau aussi léger et pliable que lui. Vas-y, branche-le. Je branche ici, tu branches là, hop, bam, c'est immédiat dans les entrées. Oh, 60, mais c'est énorme. Par exemple, mets ta main dessus pour voir. Tu me dis quand ta main est dessus. Bon, attends, regarde, je mets carrément mon gros corps. Parce que ça chauffe. Alors ouais, là on est à 9, ouais, là ça a descendu. Et là je retire. Vas-y. Ah ouais, putain quand même, 84 on est là, c'est pas mal. Alors là, je me permets de vous filmer derrière les infos techniques. Je vous laisse faire une pause dans la vidéo si vous voulez vraiment voir tous les détails. Hein. Je vais pas rentrer là-dedans, mais tout est écrit ici, les quantités, les capacités, l'énergie max délivrée, etc., etc. Je te propose un test ultime. Tu vas prendre une multiprise. Parce que moi quand je reçois des objets je les teste. Parce que j'ai pas envie que ma communauté me dise ouais ils nous vendent des trucs bas de gamme. Non, vous allez voir. Ah ouais. Ouais, on met ça ici. C'est comme ça toi. On allume ça, donc le jus passe. Tu remets ton ordi là-dessus. Et là mec on va faire cramer. Donc voici un radiateur qui balance de l'air chaud. Et en plus on le branche sur une multiprise. Parce que jusqu'au bout. Et pendant ce temps, petit dessin animé, petit bureau d'ordi. C'est bon là? Ouais. Allez, mode ventilation. Ça tourne. Voilà. On voit ici que ça monte. Ça balance. Ok. On va le mettre en mode éco. Il monte, il monte. 1000. Ah ben voilà, c'est bon. Et puis t'es en mode chauffage. Ouais, ça marche, c'est bon. T'es en mode chauffage, man. Regardez, là on est à 1214 watts. Putain, c'est énorme. Et alors attention, moi je te propose maintenant. Parce que là, imagine, tu fais ça, tu dis oh là là, j'ai trop chaud. Pas de panique, mon ami. Wow, je t'ai amené ce qu'il fallait. Génial. Eh oui, on est en été, il faut penser à s'hydrater. Vous êtes prêts? Attends. En fait, là, on va créer un changement climatique, un mélange air chaud, air froid. Ça va faire un micro-orage, un microcosmos dans. Allez, vous êtes prêts? Et c'est parti. Attends, laisse-le. On voit ici qu'on est passé à 1200. Ça monte, surréaliste là. T'as du froid et du chaud. Allez, vas-y, monte-le à fond. Allez, attention, il est à 3 mecs. Excellent, comme ça on a toujours un climat tempéré en fait, du coup dans le van grâce à ça. Bon ben voilà, on a donc l'air froid, l'air chaud. Un bouffe. Il y a le ventilateur qui tourne, il y a le chauffage, le petit dessin animé ici, la télé. On est à 1243 watts, on est à 26%, on recharge les lumières, on est branché en 220, on est sur une multiprise. Il y a mon bloc chargeur qui est ici, il y a l'ordinateur, on a tout mis. On a tout mis, c'est génial. Tiens, monte dedans. Ok, je monte dedans. C'est trop bien, je peux bosser sur l'ordinateur pendant qu'il conduit. Hein? Putain, et en plus derrière, j'ai chaud et froid en même temps. Ce qui veut dire normal, ouais. Putain, il est trop cool ton van, on l'avait pas encore vu dans mes vidéos. Donc Maximilien Dulac, c'est un pote qu'on voit de temps en temps sur ma chaîne YouTube. C'est lui qui m'avait prêté le Suzuki rouge que j'ai utilisé pendant l'aventure Pinsuit en Corse. Salut, c'est moi. C'est moi. Il est trop bien son Suzuki rouge, j'ai envie d'avoir le même. Merci Maximilien. Merci à toi, ça me fait plaisir. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Allez. Merci encore à la marque Jacquerie. Je vous mets toutes les infos dans la description. Et j'ai réussi en plus à vous dénicher un code promo. Au moment de l'achat, vous entrez WildBunker05 et comme ça vous avez 5% de remise. Ne tardez pas trop parce qu'en plus en ce moment, ils ont baissé les prix vu que le produit vient de sortir, donc profitez-en. En vrai, si au fond de vous comptez acheter ce genre de truc un jour, là foncez. C'est clairement l'occasion. Bon, c'est bien tout ça. Et maintenant que le camping-car fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, rappelez-vous, on n'a toujours pas fini les châtaignes, donc on retourne dans le sud et on va s'occuper de ça. En tout cas, je suis heureux de vous dire qu'il roule très bien. Il est un peu dégueulasse parce que là, je l'ai laissé sous les arbres plusieurs jours. Donc voilà, faudrait que je le nettoie. Là, j'ai des potes qui vont venir bientôt me voir. Et du coup, je vais leur laisser le camping-car comme chambre d'amis. Moi, j'irai dormir à la Belle Étoile. Du coup, là, je suis en train de rouler pour désinfecter la cuve d'eau. Tu sais, j'ai mis un peu de javel et je fais exprès de conduire comme un gros porc. Tu sais, pour bien que ça nettoie dans la cuve. Ah oui, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de frein. Depuis qu'on a réparé le système électrique qui buguait avec un problème de masse, j'ai l'impression que le camping-car roule tellement mieux. Déjà, il démarre au quart de tour. Même quand je l'utilise pas pendant plusieurs jours, je me trouve même plus dynamique, plus énervé. Ça promet de bonnes aventures. À ce moment-là de notre vie, Charlotte commençait vraiment à avoir un ventre bien dessiné. Je le précise parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde l'aventure des Pinsuit en Corse,
et qu'on se dit que Charlotte est enceinte, c'est pas flag, c'est très peu visible. Mais là on approche petit à petit du terme, du jour de l'accouchement, donc il est logique que son corps change, se transforme pour accueillir la vie. Le moulin finit donc par nous rappeler pour nous dire que nos châtaignes sont déshydratées. Ce matin-là, on était arrivé un peu à la bourre, donc ils avaient déjà commencé à les sortir du déshydrateur. Tous les autres particuliers étaient déjà venus récupérer leur farine, et nous on était les derniers. Donc finalement ce jour-là, on n'était pas nombreux. Il n'y avait que Charlotte et moi, et le gardien du moulin. Ah mais en fait, il n'avait pas seulement sorti les châtaignes du déshydrateur, hein. Comme vous pouvez le voir, elles étaient déjà décortiquées. La fameuse étape du mondage, redoutée par tout le monde. Bon, j'avoue, je vous ai décrit cette étape comme infernale, mais en réalité, quant à la bonne machine, ça va assez vite. Mais comme je l'avais expliqué plus tôt, pour que ça fonctionne à merveille, il faut vraiment déshydrater correctement la châtaigne afin que les deux peaux se détachent facilement et correctement. En sortant les châtaignes du déshydrateur, tu les places donc dans la décortiqueuse. Par un système de tapis roulant, ça va avancer tout seul jusque dans une cuve centrale où à l'intérieur il y a comme des petits marteaux, ça tourne dans tous les sens afin de séparer la coque de la châtaigne. Et puis d'un côté de la machine sort les épluchures, les déchets, et de l'autre la châtaigne sans sa protection. On arrive alors à une étape assez importante, en fait comme toutes les étapes. On place les châtaignes déshydratées et décortiquées de nouveau sur un tapis roulant, c'est à croire que tout fonctionne grâce à un tapis roulant, c'est la meilleure invention du monde ce truc là, pour faire un ultime tri, une ultime sélection. Les châtaignes passent devant nous et on doit avoir l'œil vif, le regard affûté. Ici, aucune machine ou aucun robot ne pourrait remplacer le travail de l'homme, car il faut faire jouer sa sensibilité et son feeling. Quand on voit une châtaigne qui nous semble pas très belle, moche ou mal décortiquée, on la prend et on la jette. C'est peut-être qu'elle était déjà un peu pourrie avant même de rentrer dans le déshydrateur. Bah oui, certaines arrivent quand même à passer entre les mailles du filet. Donc cette étape, c'est l'ultime sélection. Elle est très importante parce que c'est aussi ce qui va influencer le goût de ta farine. Je l'ai dit, ici on bosse bien, on fait tout dans les moindres détails. Ensuite, celles qu'on laisse volontairement passer devant nous pour qu'elles aillent toutes seules jusque dans un seau, ce sont les châtaignes qui seront transformées en farine. Elles ont réussi tous les tests, elles ont passé toutes les épreuves. Pour elles, il ne reste plus qu'une seule étape, le moulin. Mais il existe un autre type de châtaigne qui mérite notre intervention. Cette fois-ci, ce ne sont pas les moches ou celles un peu pourries, non, au contraire, ce sont les plus belles et les plus grosses. Car en plus de la farine, cette année, on a voulu tester un nouveau produit. Mesdames, messieurs, je vous présente les châtaignons. C'est très peu connu et si vous en avez déjà vu, vous faites partie des rares chanceux. Le châtaignon est une châtaigne déshydratée, mais qui n'a pas subi de cuisson. Elle n'a pas été transformée, c'est-à-dire que si vous la mangez, elle est nature, elle est brute. C'est vraiment la châtaigne juste avant l'étape de la farine. Eh bien dites-vous que les châtaignons, ce sont de véritables bonbons. Quand tu en mets un dans la bouche, c'est dur, un peu comme un gravier. Oui, je sais, dit comme ça donne pas envie. Mais le fait de l'avoir déshydraté, la châtaigne libère toute sa saveur et tu sens petit à petit le sucre et le goût de la châtaigne se dissoudre dans la bouche. C'est littéralement incroyable. C'est encore différent de la châtaigne cuite au feu de bois. C'est différent de la châtaigne cuite à l'eau. C'est différent d'une purée ou d'une crème de marron. Non, là, on avait l'impression qu'on venait de découvrir une nouvelle manière de préparer la châtaigne. Enfin, du moins, de manger, de déguster la châtaigne. Et vu que c'est déshydraté, ça se conserve extrêmement longtemps. Exactement comme la farine. Tu peux les remettre à tremper dans l'eau, donc les rehydrater, et ça redevient des châtaignes cuites à l'eau. Donc tu peux en avoir toute l'année. Tu peux par exemple faire une soupe et mettre 2 ou 3 châtaignons dedans. Elles vont se regorger d'eau et donner du goût. Voilà pourquoi cette étape de la sélection est importante, parce qu'il y a tout intérêt à garder les plus belles pour faire des châtaignons. On approche de l'étape finale, celle du moulin. Ici c'est simple, on met nos châtaignes en haut, dans une sorte d'entonnoir. Elles vont se faire broyer par 2 meules en granit qui tournent. Ça va dans un premier temps nous donner une farine un peu épaisse qu'on appelle de la semoule. Et puis on lui fait faire un second passage à cette semoule pour qu'elle soit broyée plus finement. Et on obtient enfin notre farine d'exception. Ah, je vous assure, celle-là, elle vient de loin. Vous avez vu toutes les étapes et tout ça à la main. Avant de partir, on repasse sur la balance pour voir un peu combien de kilos de farine on a eu. Généralement, il y a un peu de perte, hein, c'est tout à fait normal. Si tu viens avec 1 kg de châtaigne, tu ne repars pas avec 1 kg de farine. Entre-temps, tu les as vidés de toute leur eau, donc ça les allège, et également de leurs 2 protections. On dit généralement qu'il faut diviser le kilo de châtaigne par 3, donc tu repars avec 1/3 de farine. Mais nous, vu qu'on les avait super bien séchés, souvenez-vous, avec les serviettes de plage et le poêle à bois, eh bien au final, on n'a pas perdu tant que ça. On était plus proche du 2/3
meilleur que du 1/3. Ça veut pas dire que la farine est apparue comme par magie dans nos seaux. Non, ça signifie juste que lors de la première pesée, celle où les châtaignes arrivaient tout juste de chez nous, le poids affiché sur la balance était très proche du poids réel des châtaignes, simplement avec leur coque en plus. Ah d'ailleurs, en parlant de coque et de protection, il faut savoir que les déchets, on peut pas les laisser comme ça. Généralement, les gens les récupèrent pour allumer leur cheminée ou leur poêle à bois. C'est un très bon combustible pour faire des feux, comme une sorte de bois d'allumage plus, et le moulin tient vraiment à ce que chaque particulier reparte avec ses déchets. Ça peut servir aussi pour le paillage, si vous faites du jardinage, c'est même un excellent mulch. Tout ça pour dire qu'on repart avec une 50aine de kilos de farine de châtaigne. Tandis qu'il me semble de mémoire, on avait dû aller apporter quoi, 130, 140 kilos de châtaigne, facile. Alors je suis quasiment persuadé que là, parmi vous, il y en a plein qui ont envie de me dire « Céleste, est-ce qu'on peut t'en acheter? Où est-ce qu'on peut trouver ton miel ou ta farine de châtaigne ?» Pour le moment, et je dis bien pour le moment, on n'en vend pas à travers les réseaux. Mais le jour où ça va être possible, ce sera sur mon site YouTube bunkersauvage.com que vous pourrez faire vos courses. Pour le moment, vu qu'on produit quand même en petite quantité, vous vous en doutez, je veux dire là, on n'est même plus dans du bio quoi. On est dans de l'artisanal plus hardcore. Cette année, avec Charlotte, on a décidé de faire des marchés. Et principalement des marchés et des fêtes médiévales. Donc si un jour vous allez à une médiévale, il y aura peut-être des chances de nous croiser. Dans tous les cas, je vous tiens au courant sur les réseaux lorsque ce sera disponible sur mon site ou lorsqu'on ira faire une fête médiévale proche de chez vous. Voilà, c'est ici que se conclut notre histoire avec les châtaignes. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'était un gros morceau. Et maintenant, je pense qu'il est temps de vous parler du sujet principal de cette vidéo. Vous avez pu voir jusqu'ici tout ce que nous avons fait ces derniers mois. Laissez-moi vous révéler à présent notre plus belle création. Voici Charlotte, ta maman. Et voici Talgor, notre chien. Et papa. Et ici c'est papa. On voulait faire cette vidéo pour toi. Actuellement tu es là. Tu es dans le ventre de maman. On a eu envie de faire cette petite vidéo pour te laisser un message avant ta naissance parce que du coup on sait maintenant que tu vas naître demain. Et qu'à partir de demain, à partir du jour où tu vas naître, eh ben, on va vraiment être une famille. Charlotte va devenir une maman, moi je vais devenir un papa, toi tu vas être notre enfant. Au moment où on tourne cette petite vidéo, on ne sait pas si tu es un garçon. Sache que par contre, on a déjà le prénom. Il nous tarde de te rencontrer. Tu es dans le ventre de maman et tu as déjà vécu pas mal d'aventures. On a traversé la France avec un vieux vélo qu'on appelle un tandem. Ensuite, on a été sur une petite île qu'on appelle la Corse. On a été faire une grande randonnée avec des montagnes très hautes et tu as été au sommet avec nous. Ben voilà, sache qu'on t'aime très fort. Bienvenue dans la famille. Du coup, à demain. À demain. Sur cette chaîne YouTube, Bunker Sauvage, vous suivez depuis plusieurs années mon histoire, celle de Céleste Grant. Mais c'est surtout l'histoire d'un jeune homme, un peu perdu, qui part en quête d'aventure, à la recherche de l'amour, et qui finit par trouver le Graal. Sur Bunker Sauvage, vous suivez l'histoire d'un adulte qui devient un homme. Et je pense qu'à présent, il est temps de vous parler d'une chose que j'ai mis longtemps de côté. Sur ma chaîne YouTube, on trouve différentes aventures. Il y en a pour tous les goûts. Certains parmi vous m'ont découvert avec celle-ci, tandis que d'autres m'ont découvert avec celle-là. Mais moi, de mon côté, lorsque je crée ces aventures, je ne les vois pas comme des histoires séparées. Non, elles sont toutes liées. Elles racontent une seule et même histoire qui se regarde dans son ensemble. Et je dois vous l'avouer, même si cela peut sembler prétentieux. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir accompli une œuvre, mon œuvre, l'œuvre de ma vie. Je parle ici d'un point de vue artistique,
Je me sens complet et comblé. J'ai le sentiment de vous avoir partagé tout ce dont je voulais parler avec vous, d'avoir abordé les thèmes qui me semblaient le plus importants et de laisser derrière moi une œuvre totale, terminée, un peu comme un écrivain qui aurait fini d'écrire sa plus belle histoire, celle qui le rendra célèbre, celle dont on se souviendra après sa mort. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, pas de panique, je vais tout vous expliquer et ce sera plus clair ainsi. Ces dernières années, j'ai conçu mes vidéos comme une trilogie, une véritable épopée qui se regarde dans l'ordre. Je vais donc aujourd'hui vous dévoiler comment j'ai conçu mes vidéos, mais aussi comment il faut les regarder. Si vous me découvrez depuis peu, ça va vous intéresser. Et si vous voulez faire découvrir ma chaîne à une personne qui ne la connaît pas, ça peut l'aider à s'y retrouver. Comme je le disais, j'ai donc conçu mes vidéos comme une trilogie, ou on peut dire aussi comme un triptyque. 3 tomes qui se suivent, 3 chapitres qui forment en tout une saga. Mais comme dans toutes les grandes histoires, il y a souvent une introduction, un préquel, une prélogie ou un épisode pilote, appelez ça comme vous voulez. Pour prendre l'exemple de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, avant cette histoire, il y a celle du Hobbit qui se passe et qui explique comment Bilbon trouve l'anneau. Bon sur ma chaîne YouTube, c'est la même chose. Mon épisode pilote, mon Hobbit à moi, l'aventure qu'il faut voir avant d'attaquer la trilogie, c'est le chemin de Stevenson. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre la trilogie qui va suivre sans regarder celle-ci. Mais pour moi, Stevenson sur ma chaîne YouTube fait partie d'un classique qu'il faut absolument voir pour obtenir les bases de la grande histoire qui va suivre. C'est dans cette série que le décor se plante, que les personnages sont présentés, mais que surtout l'aventure principale débute. Dans ces vidéos, je me lance sur la randonnée de Robert Louis Stevenson et je voyage pour la première fois de ma vie avec un âne. Je ne vais pas tout résumer et expliquer, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ça a été le premier pas qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Si je n'étais pas parti sur le chemin de Stevenson, je serais resté dans ma vie d'avant. Triste, malheureux, aigri et surtout seul. De plus, c'est dans ce périple que j'ai fini par rencontrer une ânesse qui allait me suivre dans le reste de mes aventures. Une fois Stevenson terminé, on arrive donc à cette fameuse trilogie. Le premier tome. C'est ici que commence la grande histoire, avec l'aventure que j'ai nommée Le Messager. On suit l'histoire d'un homme qui décide de sortir des sentiers battus. Ne souhaitant plus suivre un chemin tout tracé, une rando déjà dessinée, il improvise son propre chemin. Il ouvre son cœur petit à petit à la vie et aux synchronicités. Il porte avec lui un message d'amour, de paix. Il se donne pour mission d'aller jusqu'à Lourdes, pour y déposer les prières que la vie lui a confiées. C'est ainsi qu'il se nomme le Messager, porteur d'espoir. Il dit oui à la vie, même quand il n'en a pas envie. Il accepte les difficultés avec facilité. Il prend les jours de pluie avec le sourire. On le voit également créer un lien fort et puissant avec son animal de compagnie. Ah, Céleste et Babine. C'est une sacrée histoire qu'on n'est pas prêt d'oublier, mais surtout qui se termine en beauté, car après plusieurs mois de marche seul, il finit par rencontrer une pèlerine qui se joint à l'aventure. On voit alors ces 2 âmes perdues se rapprocher petit à petit pour conclure sur un acte pur. C'était le tome 1, la rencontre. Commence alors le tome 2, l'aventure des pionniers. Notre petit couple se lance maintenant dans un plus grand périple. Peut-être même le périple le plus grand de toute leur vie. Aller à Rome en calèche, tiré par 2 ânes, sans aucun objet moderne. Faire ça à l'ancienne. On pourrait penser que c'est plus facile qu'une randonnée vu qu'il n'y a pas à marcher. On est finalement assis un peu comme dans une voiture. Oh non, ce serait se tromper. Gérer un attelage et traverser différents pays est une chose extrêmement compliquée et parfois très dangereuse. Nombreuses sont les fois où au contraire j'ai regretté de ne pas simplement avoir un sac à dos. Toujours est-il qu'après plusieurs mois de marche, ils arrivent complètement éreintés dans une des plus belles villes du monde, Rome. Et c'est ici, au fond d'une étable, que Céleste décide de se lancer. Il pose un genou à terre et fait sa demande en mariage. Entourée de tous leurs animaux, dans une des villes les plus romantiques, elle dit oui. Et c'est ainsi que le tome 2 s'achève. C'était les fiançailles. Après une telle aventure, à quoi peut bien ressembler le 3e tome? Et c'est là toute la magie. Si vous regardiez mes vidéos de manière séparée, isolée, il était difficile de deviner. En revanche, si vous comprenez la notion de trilogie que je suis en train de vous expliquer, vous pouviez aisément trouver
le sujet du troisième et dernier volet. Car après la rencontre et les fiançailles, on pouvait deviner ce qu'allait être le Graal. Traverser la France en tandem et traverser la Corse à pied ne pouvait nous amener qu'à une seule chose, la révélation. C'est non seulement la conclusion, mais surtout la suite logique de toutes ces histoires. Quand l'aventure du Graal se termine, ce n'est pas juste l'aventure des Pinksuit qui s'achève, mais bien toute une épopée qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Vous avez suivi tout au long de ces aventures, sans même vous en rendre compte, l'histoire d'un homme seul, triste et malheureux, qui part en quête du bonheur. J'ai vraiment conçu ces histoires comme une trilogie. Quand je dis conçu, ça ne veut pas dire que je les ai inventées, ce n'est pas de la fiction, tout est vrai. J'ai vraiment vécu ces événements. Mais dans ma manière de vous les raconter, dans ma façon de vous les partager, j'ai tenté de vous narrer une belle histoire, comme une fable ou comme un conte, avec une évolution d'un personnage que vous pouviez suivre en temps réel. Voilà pourquoi je vous parle d'une trilogie. Le Céleste du début et celui de la fin ne sont plus les mêmes hommes. Son cœur était un royaume oublié sans chef, et il a appris à le reconstruire tout au long de ses aventures pour enfin reprendre sa place légitime de roi. Voilà ce qu'est mon œuvre. Vous avez tout simplement suivi une histoire d'amour. La seule et unique histoire qui mérite d'être contée. Celle d'un enfant devenu adulte, celle d'un adulte devenu homme, celle d'un homme devenu roi, et celle d'un roi devenu père. Ça ne tiendrait qu'à moi, j'arrêterais la vidéo ici. Que dire de plus après tout ça? Hey, mais ça ne tient qu'à moi. Bon ben alors on va continuer. On va continuer parce que ce n'est pas terminé. Après cet heureux événement, la vie nous a offert encore un beau cadeau. Une surprise inattendue, que peut-être au fond de nous on espérait, mais qu'on n'osait croire. Les probabilités pour que cet événement coïncide avec la naissance de notre enfant étaient minces. Et nous n'arrêtions pas de nous répéter avec Charlotte que si cette chose pouvait arriver, ce serait un véritable miracle. Eh bien, vous savez quoi? Il faut croire que les miracles existent. Oh, mais c'est incroyable! Babine! Babi! Babi! Oh putain! Ma Babi! Ça va ma Babi? Oh! Mais non, c'est incroyable Babine. Mais alors ma puce, qu'est-ce que t'as fait? Oh, oh putain. Oh putain. Merci ma belle. Viens mon petit. C'est bien Babine. Mais c'est incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Babine. Sindel, aussi connue sous le nom de Babine, mon ânesse avec laquelle j'ai parcouru des milliers de kilomètres, a mis au monde une petite ânesse que j'ai nommée Violette, pour la simple et bonne raison qu'elle est née au printemps sur un parterre de violettes. Et si je suis autant ému de découvrir cette petite boule de poil, c'est parce qu'on n'a rien vu venir, aucun signe nous montrait que Babine allait mettre bas. Babine est une ânesse qui a toujours été en surpoids, elle a donc très bien caché sa gestation. Balthazar, l'âne mâle qui l'accompagne, est castré, donc ça ne peut pas être le coupable, et tous les vétérinaires qui ont rencontré
rencontré Babine pour diverses raisons, m'ont tous dit qu'il y avait de fortes chances qu'elle soit stérile. Alors, pour commencer, on va mettre les choses au clair, parce que je sais que parmi vous, il y en a, ils peuvent pas s'empêcher de voir des problèmes là où il n'y en a pas. Le jour de la naissance de Violette, j'étais tellement heureux que j'ai fait une petite vidéo pour vous la partager sur les réseaux, parce que je sais que parmi vous, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui veulent des nouvelles de Babine. Sindel, on la voit dans plusieurs de mes aventures et je comprends que certains parmi vous y soient attachés. Donc, pensant bien faire, j'ai publié une petite vidéo pour vous dire « Eh regardez, Babine a eu un bébé ». Et beaucoup parmi vous ont été fortement touchés, tout comme moi finalement. Mais une infime partie, qui sont littéralement des grosses merdes, n'ont pas pu s'empêcher de venir dire des conneries dans les commentaires. Et donc il existe sur ma chaîne YouTube une vidéo disponible où je réponds à tous les commentaires qui racontent n'importe quoi. Parce qu'au début, honnêtement, j'en avais rien à faire. Je me disais, bon, il y a 2-3 gogoles qui traînent dans le coin, c'est pas très grave. Sauf que ma vidéo a fait plusieurs millions de vues. Et à un moment donné, je pouvais pas laisser les demeurés continuer de s'exprimer pour dire de la merde. Donc j'en avais pas envie, parce que ça cassait l'euphorie du moment. Franchement, ils ont juste niqué l'ambiance, ces gens-là. Mais je leur ai produit une vidéo réponse où je démonte un par un leurs arguments de gros mongoliens. Non, parce qu'il faut voir les commentaires que je me suis tapé. Du style, je maltraite mes ânes parce que leurs sabots sont un tout petit peu trop longs. Non mais sérieusement, quand le grand sage montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Je fais une vidéo où on découvre la naissance d'un petit âne, et les gens, au lieu de regarder le sujet principal, analysent le moindre petit détail pour trouver un sujet sur lequel attaquer. Si ça, c'est pas la définition d'avoir une vie de merde, je sais pas ce que c'est. Donc je ne vais pas me répéter ici parce que sinon ça va faire doublon avec cette vidéo réponse. Mais en gros, le sabot de mes ânes, c'est normal qu'il soit légèrement plus long car il leur faut de la matière lorsque je pars en randonnée avec eux. De plus, quelques jours après la naissance de la petite, le maréchal est venu leur faire leur sabot. Enfin bref, en gros, les gens parlent pour rien dire. Mais là, c'est qu'un exemple de commentaire de pinsout que j'ai eu, croyez-moi, il y en a eu d'autres dans ce style. Donc c'est pour ça, avant de commenter ici, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo car il y a de fortes chances que je réponds à votre inquiétude dedans. J'explique par exemple comment ça se fait qu'on n'ait pas vu la grossesse de Babine. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe à côté d'un tel événement? Je vous dévoile qui est le papa de cette petite ânesse. Et donc je ne vais pas tout répéter ici parce que ça ferait vraiment doublon avec cette vidéo. Mais je vais tout de même apporter une précision dans la vidéo que vous êtes en train de visionner. Un détail que je n'ai pas du tout mentionné dans les deux autres vidéos déjà existantes. Dans la première, un moment, je dis que je passe par une période difficile, que des mauvaises nouvelles me sont tombées dessus et que du coup j'avais le moral très bas et donc d'apprendre la naissance de cette petite ânesse me remonte grandement le moral. Mais vu que parmi vous certains ne sont jamais satisfaits et veulent toujours en voir plus, énormément d'entre vous sont venus m'écrire pour savoir qu'est-ce qui était difficile dans ma vie en fait. Alors je vais vous l'expliquer rapidement parce que quand on le fait pas, il y en a plein qui tirent des théories et ça part après dans tous les sens. Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai l'impression de la dire tout le temps cette phrase, le savent très bien. Un de mes premiers animaux de compagnie que j'ai présenté sur YouTube, c'est mon petit chat Niaou. Et bien ce petit chat, même si je ne vous en parle pas souvent, il est toujours avec moi. Sauf que, on va dire, sans rentrer dans les détails, il est passé par une très mauvaise phase. Ça a vraiment été une période compliquée avec de nombreux allers-retours chez le véto. Et je devais me préparer à lui faire mes adieux. Ça faisait plusieurs mois que ça traînait et j'attendais, on va dire, le jour fatidique. Mais un soir, après de nombreuses prières, croyez-moi ou non, tout a changé. La même semaine, mon vétérinaire m'annonce que mon chat va s'en sortir et le lendemain, j'apprends la naissance de cette petite ânesse. Voilà, vous savez tout. Vous comprenez maintenant mon émotion. Pourquoi lorsque je découvre ce petit âne, j'en suis tout bouleversé. Puis que Babine mette au monde un bébé à la même période que nous, j'ai trouvé la symbolique très puissante. Pour moi, il est évident maintenant qu'il n'y a pas de hasard. Sans parler du fait que Babine, Sindel, mon ânesse, on a vécu des aventures qui nous ont liés à jamais. Donc vraiment, qu'elle mette au monde un petit âne, c'est un cadeau inespéré. Et cela me touche au plus profond de mon être. Je suis même heureux pour elle, qu'elle soit devenue maman. Elle qui était seule et qui avait du mal à se sociabiliser. Enfin bref, après tout ce qu'on a traversé, d'en arriver là, que nous ayons chacun notre bébé, ah, merci la vie.
Et voilà, nous y sommes. La boucle est bouclée. Je viens de vous raconter tout ce que nous avons fait depuis notre dernière aventure. Honnêtement, je ne pensais pas que cette vidéo allait être si longue et surtout qu'elle allait me demander autant de temps de travail. Je vous jure de tout vous raconter et d'aller à chaque fois retrouver les images qui correspondent à tel moment de nos vies. Oh la galère! Alors pour une fois, je vais vous demander votre soutien en laissant un j'aime, un like et un commentaire. Et aussi vérifiez vos abonnements. Beaucoup nous regardent sans être abonnés. N'hésitez pas à le faire, ça vous coûte rien et nous, ça nous aide grandement. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que vous êtes à présent à jour. Nos violons sont enfin accordés. Je vous avais dit en début de vidéo que j'allais vous présenter les nouveaux personnages de la chaîne Bunker Sauvage. Et je pense qu'à présent, c'est chose faite. Enfin non, il reste une toute petite chose, une dernière, promis, dont je ne vous ai pas encore parlé. Hey, on a quelque chose à vous dire. On est mariés.